Alors que des fosses communes sont exhumées à Boutcha, Volodymyr Zelensky demande une réponse mondiale ferme après le bombardement de Kramatorsk. Nouvelle série de sanctions de l'Union européenne contre la Russie. Le secteur de l'énergie est visé. Les États membres décrètent un embargo sur le charbon russe. Premier tour de l'élection présidentielle française ce dimanche. Les Français indécis, le spectre de l'abstention plane sur le scrutin. À Boutcha en Ukraine, les enquêteurs de la police scientifique ont commencé à exhumer ce vendredi la soixantaine de corps enterrés dans cette fosse commune afin de déterminer leur identité et les circonstances de leur mort. Début avril déjà, après le départ des forces russes de cette localité située à 30 km de la capitale, plusieurs dizaines de cadavres portant des vêtements de civils et certains les mains liées dans le dos avaient été découverts dans les rues de la ville. Aux atrocités de Boutcha sont venues s'ajouter ce vendredi celles de Kramatorsk. Des civils ont été bombardés alors qu'ils étaient rassemblés dans la gare pour fuir la région de Donetsk par crainte d'une offensive russe. Ce massacre, qui a fait au moins 52 morts, a été qualifié par Washington d'horrible atrocité commise par Moscou. Paris parle d'un crime contre l'humanité. Tous les grands États du monde ont déjà condamné l'attaque de la Russie contre Kramatorsk. Nous attendons une réponse ferme mondiale à ce crime de guerre. Comme les massacres de Boutcha, comme de nombreux autres crimes de guerre russes, le tir de missiles sur Kramatorsk doit être retenu comme une charge par le tribunal, ce qui ne manquera pas d'arriver. Moscou a démenti être responsable de la frappe et affirmé ne pas disposer du type de missile qui aurait été utilisé. La Russie parle de provocation ukrainienne. Les forces armées ukrainiennes ont attaqué la gare de Kramatorsk avec un missile tactique Toshkaou. Ces missiles tactiques, dont les fragments ont été retrouvés près de la gare de Kramatorsk, sont utilisés uniquement par les forces armées de l'Ukraine. Après plus d'un mois de guerre, la Russie poursuit ses bombardements contre plusieurs villes ukrainiennes. Des sites de stockage de carburant ont été visés autour de Myrolaïv, Zaporijjia, Kharkiv et Tchouïv dans la nuit de jeudi à ce vendredi. Les maisons d'habitants de Kharkiv ont également été touchées. Les habitants se disent traumatisés. La bataille du Donbass devrait être brutale et ressembler aux batailles de la Seconde Guerre mondiale, préviennent les responsables ukrainiens alors que les forces russes continuent de bombarder Kharkiv au milieu de violents combats dans l'est de l'Ukraine. La gare de Kramatorsk a été touchée par des missiles alors que les gens s'y rassemblaient pour évacuer. Le maire de la ville a déclaré qu'il y avait 4000 personnes, pour la plupart des personnes âgées, des femmes et des enfants au moment de l'attaque. La Russie a nié être responsable. Les habitants des régions de l'Est ont été priés de partir, d'évacuer tant qu'ils le pouvaient et tant que cela était sûr. Ici, les forces ukrainiennes repoussent les attaques russes incessantes sur Izium pour les empêcher de rejoindre Sloviansk. Passer par Sloviansk leur permettrait d'encercler les forces ukrainiennes. Kramatorsk, où la gare a été touchée, se trouve à environ 20 km de Sloviansk. En 2014, ces deux villes avaient été sous le contrôle des séparatistes soutenus par la Russie pendant environ 10 semaines avant d'être reprises par les forces ukrainiennes en juillet. Les forces russes ont affirmé avoir pris le centre de Mariupol le 7 avril, mais les forces ukrainiennes conservent des positions dans le sud-ouest de la ville. L'Ukraine a annoncé que ce vendredi, elle compte ouvrir 10 couloirs humanitaires pour les évacuations de civils. Une fois de plus, les civils qui espèrent s'échapper de Mariupol devront utiliser leurs propres véhicules. Il n'y aura pas de convoi de bus et donc pas d'aide humanitaire entrant dans Mariupol. Charbon, pétrole, gaz. L'Union européenne frappe les revenus énergétiques de la Russie. À partir du mois d'août, l'Union cessera ses importations de charbon pour de bon. L'embargo entrera en vigueur dans le cadre du 5e cycle de sanctions alimenté par les atrocités de la guerre en Ukraine. Il vient d'être approuvé. L'effort est symbolique. Pour les experts, il faut briser les tabous. Frapper véritablement la Russie implique un embargo sur le pétrole et le gaz.
Cette interdiction du charbon ne va pas frapper Poutine tant que ça. L'Europe paye chaque jour environ 10 millions d'euros pour le charbon qu'elle reçoit de la Russie. D'un autre côté, elle paye 850 millions d'euros par jour pour le pétrole et le gaz qu'elle obtient de la Russie. Il est donc clair que pour avoir un impact réel, l'Europe doit parler de sanctions sur le pétrole et le gaz dès maintenant. C'est là que nous devons frapper Poutine, c'est là que se trouvent ses intérêts économiques. Un gel total des avoirs de 4 banques russes fait aussi partie de la nouvelle salve de sanctions. Les navires battant pavillon russe ne pourront pas entrer dans les ports européens et comme la Russie et la Biélorussie, les camions immatriculés ne seront autorisés à circuler dans l'Union que s'ils transportent de la nourriture, de l'aide humanitaire, des médicaments et de l'énergie, un secteur que l'Ukraine considère comme essentiel pour freiner la volonté de guerre de Poutine. C'est un très bon signal que la pression sur la Russie augmente et elle continue d'augmenter. Bien sûr, notre demande à nos partenaires, en particulier en Europe, est très claire. Nous voulons réduire les sources de financement de la guerre par la Russie. Et la Russie reçoit environ un tiers de ses revenus publics et de ses budgets de l'exportation du pétrole. C'est pourquoi nous tenons tant à un embargo sur le pétrole. Les gouvernements de l'Union européenne ont accepté de commencer à travailler sur le 6e cycle de sanctions, cette fois-ci pour inclure les importations de pétrole. L'Allemagne et l'Autriche se sont fermement opposés à cette idée, mais certains signes montrent que Berlin y adhère de plus en plus. La Hongrie, en revanche, s'y oppose ouvertement. Les Français sont appelés aux urnes dimanche pour un scrutin présidentiel très incertain. Pour ce premier tour, 12 candidats s'affrontent. Si l'abstention pourrait atteindre un record historique, l'indécision des Français se ressent particulièrement cette année. Il serait, selon un sondage, plus de 30% à ne toujours pas savoir pour qui voter. Sur ce marché parisien, nous prenons la température. Chaque 5 ans, je me dis que j'attends le deuxième tour, alors je fais quand même toujours un premier vote parce que malheureusement je trouve que les votes blancs ou l'abstention ne sont pas suffisamment pris en compte quelque part dans la réflexion populaire et par rapport aux candidats. Donc du coup je me dis qu'il faut quand même que je vote pour quelqu'un. Donc ça se dessine vaguement, mais franchement je pense que dans l'isoloir ça sera au dernier moment. Je suis vraiment décidée. Autour de moi personne ne vote et tout le monde râle. Comment vous l'expliquez ? C'est le français, voilà. Il n'a pas vécu à l'étranger, il ne sait pas les conditions de liberté, de facilité. C'est surtout ça qui est ennuyeux. Certains Français ont déjà voté comme ces détenus de la prison de Fleury-Mérogis. Leurs votes seront centralisés au ministère de la Justice et comptés en même temps que ceux de tous les prisonniers du pays. C'est une bien mauvaise surprise qui se cache dans les œufs Kinder et d'autres chocolats de la marque. Des cas de salmonellose dans plusieurs pays d'Europe. Résultat, l'Agence de sécurité alimentaire belge ordonne la fermeture de l'usine Ferrero d'Arlon dans les Ardennes belges. Une usine qui fabrique 7% des produits Kinder dans le monde. Ferrero a reconnu avoir détecté le problème dès le 15 décembre, venu d'un filtre à la sortie des 2 réservoirs de matières premières. Je viens faire des courses, mais j'en profite pour ramener les petits œufs en chocolat qui sont destinés à mes petits-enfants d'ici quelques jours, puisque j'ai appris qu'il y avait un risque de salmonellose. En effet, il est prudent de rapporter les produits Kinder. S'il n'y a pas de décès, les consommateurs sont inquiets après déjà le rappel des pizzas Buitoni. La France a ouvert un numéro vert, il reçoit près de 20 000 appels par heure. Il est des causes pour lesquelles il est impossible de rester impassible. Presque 30 ans après la sortie de son dernier album, Pink Floyd enregistre une chanson pour l'Ukraine. Le titre « Hey Hey Rise Up » est interprété par les membres du légendaire groupe de rock britannique David Gilmour et Nick Mason avec la voix du chanteur ukrainien Andrei Kivniuk du groupe Boombox. La chanson sortira ce soir à minuit et les recettes iront au fonds d'aide humanitaire pour l'Ukraine. L'idée est née après que David Gilmour a appris que le chanteur ukrainien avait abandonné une tournée aux États-Unis pour rejoindre la défense de son pays. Il l'a ensuite vu chanter a cappella une chanson traditionnelle devant la cathédrale Sainte-Sophie de Kiev. Il a décidé
décidé de la mettre en musique. C'est ainsi qu'est née la première nouvelle chanson de Pink Floyd en 28 ans.